RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, vous écoutez Parole de paix tous les jeudis diffusés sur les ondes de RCN 90.7, mais une émission qu'on peut aussi retrouver en podcast sur le site rcn-radio.org et également sur la chaîne YouTube de la radio. Nous sommes toujours sous état d'urgence, on est un pays où il faut maintenir l'état de peur de la population à longueur de temps, parce que quand on a peur, on réfléchit moins, et justement notre émission Parole de paix, elle, essaye de prendre de la hauteur, de faire réfléchir sur des sujets dont on ne nous habitue pas à réfléchir, des sujets qui concernent l'international, qui concernent la vie du monde et la paix dans le monde, et tout ce qui va contre. Parole de paix, c'est un magazine humaniste, d'information, d'analyse et de discussion. Donc chacun est amené à réfléchir aux sujets qu'on propose, des sujets variés. Notre collectif échange toujours autour des questions nécessaires à la paix et à faire humanité ensemble, mais aussi réfléchir sur les conflits, les guerres et leur préparation. Nous discutons avec les auditeurs pour partager avec les auditeurs et les auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. L'émission est proposée par un collectif d'animation, un collectif d'organisation plutôt d'ANCN. Cette semaine, autour des micros, nous avons Catherine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Alain de l'association France-Palestine Solidarité, AFPS. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. Et moi-même, Stéphane, je suis du mouvement de l'objection de conscience. L'émission de cette semaine sera consacrée en septembre tous les ans, le 21 septembre tous les ans, c'est la journée internationale de la paix, une journée proposée par l'ONU. Et ça sera donc notre sujet, notre thème tout à l'heure. On va commencer. Jamais l'émission n'aura aussi bien porté son nom. Tout à fait, Parole de paix est une émission consacrée à la paix aujourd'hui. Voilà. Nous commençons comme d'habitude par des brèves. Allons-y. Alain, tu voulais commencer ? Oui, d'abord, une brève. Il y a toujours une actualité qui nous révolte souvent concernant la Palestine. Donc là, on vient de découvrir qu'il y avait une visite scandaleuse officielle en France, de hauts responsables de l'armée israélienne, puisque c'est l'état-major qui se déplace et qui vient faire une visite officielle en France. Alors, visite, oui, mais pas seulement, puisque ils vont rencontrer le chef d'état-major des armées françaises avec le chef d'état-major particulier du président de la République. L'objectif, c'est le renforcement des relations militaires entre les deux pays. Alors, nous trouvons à la FPS que c'est proprement scandaleux, quoi. Moins de 2 mois après la nouvelle agression barbare contre Gaza par l'armée israélienne, alors même qu'en Cisjordanie, aujourd'hui, il y a toutes les semaines un mort tué par les soldats israéliens. Un meurtre d'une journaliste cet été. Oui. Alors, donc aujourd'hui, ce geste-là, cet accueil est proprement scandaleux, et la FPS demande la suspension de toute coopération militaire et sécuritaire avec l'État d'Israël et demande donc que l'État français se prononce contre cela et contre cette coopération qui est mise en place. Et donc la venue est prévue pour quand ? C'est cette semaine, je ne sais plus quel jour exactement, mais c'est cette semaine. Donc à la moitié, mi-septembre. Alors moi j'invite les auditeurs à s'informer sur les activités de la FPS Nancy, oui. Parce que il y a souvent des choses intéressantes, des rassemblements, des protestations. Voilà. Cet été vous avez réagi à la fin du mois d'août pour défendre Gaza, quoi, pour que cessent les bombardements sur Gaza. C'était extraordinaire parce que habituellement ils prennent le prétexte que le Hamas ou le djihad islamique envoie des roquettes sur Israël. Là, c'était par prévention, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien eu, et donc ça se solde par 46 morts, dont 15 enfants, comme ça. Par prévention. D'accord, voilà. Un peu gratuitement. Voilà. Et
peu de réactions des États, de la France, entre autres. Hélas, on en reparlera tout à l'heure quand on va parler de l'appel en monde. Tout à fait. Oui, peu de réactions. Oui, alors nous, au mouvement de l'objection de conscience, on répond souvent positivement aux appels de l'AFP. Bon, à notre modeste rôle, on ne fait pas grand-chose, aussi bien que sur cette cause-là, au droit du peuple palestinien à vivre dignement, à avoir accès à sa vie, parce qu'en fait c'est un peuple qui est emprisonné depuis 1948. C'est le colonialisme, hein. C'est une forme de colonialisme, voilà. Ouais. Et notre petite contribution à nous, c'est en Israël, c'est de soutenir les objectrices et les objecteurs de conscience. Ouais. Et je voulais dire que justement, on a fait début septembre de cette année, on a fait une action de soutien. Il y avait 4 objecteurs, objectrices. Là, c'était que des garçons, je crois, parce que je peux. Alors, il s'appelle Shahar Schwartz, qui a 18 ans, Einat Gerliz, 19 ans. Alors, Eviatar Moshe Rubin, 19 ans, et Naïv Shabtai Levin, 18 ans. Donc, c'était 4 objecteurs qui ont déclaré leur objection ensemble et qui sont allés, qui ont été emprisonnés à peu près au même moment. Donc, les objecteurs israéliens, les objectrices, sont des jeunes gens qui essayent de leur côté, du côté israélien, de dire que ça va pas et qu'ils peuvent pas cautionner les exactions du gouvernement israélien, et ils vont régulièrement en prison. Bon, ils sont moins mal lotis que les Palestiniens, bien sûr, hein, parce que ils vont en prison, après ils continuent à refuser, ils retournent en prison. C'est des périodes souvent courtes, mais nous, le MOC, on fait partie de l'Internationale des résistants à la guerre, IRGWRI, et on appelle régulièrement à soutenir ces objectrices et ces objecteurs, car comme disait Einstein, les jeunes gens qui refusent le service, les pionniers d'un monde sans guerre, les pionniers d'un monde sans guerre sont les jeunes gens qui refusent le service militaire. Voilà. Alors, moi, je voulais faire préciser quelle est la durée du service militaire et quelle est la sanction. Tu dis c'est de la prison, mais est-ce qu'il y a aussi des sanctions, interdiction d'exercer certains métiers ou, je ne sais pas si vous le savez. Ça je ne le sais pas trop, mais je sais que la durée est importante, et en Israël, les garçons comme les filles sont obligés d'aller de prendre les armes. Et de prendre des armes, il n'y a pas de service. Mais je me demande si c'est pas 2 ou 3 ans. Hein. Oui, moi aussi je reviens, c'était 3 ans. J'aurais dit 3 ans comme ça. Après, est-ce que c'est 3 ans purs en treillis, ou est-ce que c'est une partie en treillis et une partie où ils peuvent être appelés régulièrement pour des actions? Ça, je ne sais pas. Alors, il faut rajouter aux objecteurs de conscience des anciens militaires aussi, ou des militaires. Par exemple, il y a eu plusieurs fois des aviateurs qui ont refusé d'aller bombarder, donc ce qu'on appelle les réfugiés. Mais on pourra faire une émission là-dessus. Oui, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a une ONG en Israël qui regroupe les réfugiés, et je pense qu'on pourrait les contacter et éventuellement qu'ils interviennent. Alors, il faudra une traduction, hein, mais je pense, mais c'est faisable, quoi. Oui, c'est intéressant. Tu auras une autre brève après? Non, après. Donc, Catherine, toi, tu voulais nous parler d'une brève qui tombe à pic pour la journée de la paix. C'est les écrits pour la fraternité, donc le concours qui est organisé par la Ligue des droits de l'homme, qui s'adresse à toutes les classes de la maternelle au lycée ou aux établissements spécialisés, ou même aux individuels. Et cette année, le thème qui a été choisi, le sujet, c'est « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit ». Et donc, en quoi consiste ce concours? Alors, que doivent faire appel spécial aux enseignants notamment, et aux enseignants, n'est-ce pas, Stéphane? J'entends le message. Et donc, il y a ce concours qui s'appelle les écrits de la fraternité, sont proposés tous les ans. Tous les ans, il y a un thème. Cette année, le thème, c'est autour de la paix. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce concours? Est-ce que c'est de la sculpture, de la poésie? Est-ce que c'est écrit? Un écrit, c'est de l'écrit. Non, justement. Vas-y. Tout est possible. Tout est possible. Donc ça peut être des écrits, prose ou en vers, même des scènes de théâtre, des textes de chansons avec la musique si possible, c'est mieux, des vidéos, des audios, de la sculpture. Vraiment, tout est possible. Alors si c'est de la vidéo, il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes.
D'accord. Voilà, vidéo ou audio, pas plus de 3 minutes. Voilà, donc vraiment, tout est possible. Pour avoir plus de renseignements, il faut aller sur le site de la LDH France et, ou en région. Donc là, c'est Lorraine ou Nancy même, vous aurez les informations. Et le jury, il y a un premier jury local. Donc là, on se réunira ensemble pour sélectionner les œuvres, en espérant qu'il y en ait beaucoup. Et la date butoir, c'est le 3 avril 2023. Pour rendre les œuvres. Pour rendre les œuvres au niveau local. D'accord. Voilà. Et pour avoir plus d'informations, voire pour avoir un accompagnement, est-ce que le groupe local de la Ligue des droits de l'homme peut donner des coordonnées auxquelles on peut joindre ou... Alors, il y a 2 personnes plus spécialement qui s'en chargent, mais j'ai pas les coordonnées là aujourd'hui avec moi. D'accord. Et donc en allant sur le site ou en posant la question, voilà, vous pourrez... D'accord. Les enseignants peuvent être accompagnés aussi pour... Et je propose, amis auditeurs, amis auditrices, je propose aussi que la prochaine émission, on vous donne les coordonnées, on reparlera de cette action, on vous donnera les coordonnées des 2 personnes. Voilà. D'accord. Okay. Très bien. Une brève, de nouveau, pour la FPS, très courte, mais voilà, on a parlé ici à plusieurs reprises de cette question de l'apartheid qui caractérise la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Et je vous annonce qu'une conférence va être organisée le 12 octobre à partir du rapport d'Amnesty International qui s'intitule « L'apartheid d'Israël contre la population palestinienne, un système cruel de domination ». Donc ce rapport a fait grand bruit. Alors faut rappeler que des ONG palestiniennes ont déjà caractérisé la question de l'apartheid israélien il y a pas mal d'années. Que la FPS reprend cette question depuis quelque temps, depuis un petit moment. Et là, c'est donc ce rapport d'Amnesty vient un peu confirmer tout cela. C'est un rapport très, très argumenté. Donc, on aura une conférence avec Sabine Gagné, qui est chargée de plaidoyer à Amnesty International, et un juriste qui n'est pas encore désigné, spécialiste des questions internationales. Ça aura lieu donc le 12 octobre à 20h à la MJC Pichon. C'est co-organisé donc avec Amnesty, la FPS et également la LDH, le MAN et peut-être d'autres qui s'y joindront d'ici là. Voilà. Donc on rappelle le 12 octobre oui. À la MJC Pichon oui. à 19h, 20h 20h. Alors 12 octobre, MJC Pichon à 20h, une conférence sur le rapport d'Amnesty International sur l'apartheid en Israël. Voilà. Et les auditeurs et auditrices qui voudraient un peu en avoir plus, ils peuvent aller sur le site de la FPS, ils peuvent aller sur le site d'Amnesty, parce qu'il y a le rapport. Sur le site d'Amnesty, il y a le rapport. Et ils peuvent aussi écouter l'émission de Parole de paix que nous avons faite le 30 juin dernier. Donc si vous allez sur rcn-radio.org dans la rubrique Parole de paix, vous trouvez nos... Ouais. On a combien d'émissions ? On a, je sais pas, sur le site, on a au moins 80 émissions. Voilà. Et l'émission que nous avions faite avec Amnesty, avec la FPS sur le rapport d'Amnesty qui a effectivement été un peu une bombe, excusez-moi, mais qui a fait vraiment beaucoup parler et qui va continuer à faire parler, et nous on l'espère bien, le rapport d'Amnesty pour signaler que Israël a mis en place un système d'apartheid sur son pays, et notamment à l'encontre des Palestiniens. Voilà. Alors des Palestiniens vivant en Israël, des Palestiniens en Cisjordanie, des Palestiniens à Gaza et des Palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés depuis 1948. Très bien, très bien, oui. En tout cas, oui, il faut s'informer. Ouais, voilà. Catherine, tu avais aussi encore une brève. Une dernière brève. Donc le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Et un collectif d'associations de Nancy a décidé de faire une action. Donc, il y aura... surtout parce qu'on se rappelle que récemment, les États-Unis ont remis en cause ce droit. Ce droit des femmes. De toute façon, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, les gouvernements et les institutions religieuses se mêlent de ça et tout devient plus léger. Et les partis d'extrême droite. Oui.
Donc à Nancy, il y aura un rassemblement, une flash mob à 18h place Maginot. Donc on invite tout le monde à venir avec un cintre. À quelle date ? Le 28. Mercredi 28. Mercredi 28 septembre, place Maginot. Place Maginot. Tu as dit quoi, 18h ? 18h. Alors, Donc ce qui est exigé, c'est que il y ait des engagements fermes qui soient pris, qu'il y ait des ressources humaines et financières pour que partout dans le monde, les femmes puissent avorter librement, sans frais et en toute sécurité. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui meurent. Qui meurent, oui, tout à fait dans le monde. Oui, c'est un vrai sujet qui concerne le monde entier et Parole de Paix invite les auditrices, auditeurs à se rendre le mercredi 28 à 18h, place Maginot, pour manifester, pour dire que les femmes ont droit à la vie qu'elles choisissent, leur corps leur appartient, et donc il faut défendre le droit à l'interruption volontaire de grossesse, parce que tu disais, oui, en Europe, il y a la Pologne, il y a des pays qui commencent à revenir sur ce droit-là. Oui. Voilà, et donc c'est important. Il y a aussi Monaco... Ah oui, mais c'est vraiment problématique, oui. D'accord. Voilà. Et puis l'aspect financier est aussi problématique dans pas mal d'endroits. Bien sûr. D'autres brèves ou Encore une petite. Allez, vas-y. N'oubliez pas, samedi 24 au conseil départemental, la journée de travail sur la santé des migrants et les accompagnements proposés. 24 septembre, c'est aussi ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Normalement, il faut s'inscrire et l'inscription se fait par le biais de Citoyenneté Active Lorraine. Donc, allez sur le site. Oui. Mais je pense qu'on pourra s'inscrire sur place. D'accord. Et je crois que tu avais donné l'information lors de notre précédente émission avec Stéphane Lecourant, lauréat du prix Livre et droits de l'homme de Nancy, et qui a écrit le livre Vivre sous la menace, les sans-papiers. Et cette émission, on la retrouve encore sur le podcast, émission du 8 septembre. Ah oulala, j'ai fait de la pub pour le... Excellente émission. C'est bien, oui, tout à fait. Je propose, on va passer au dossier. Donc, pause, oui, on fait une petite pause musicale avant. On va écouter le célèbre Imagine de John Lennon, et puis après, nous parlons du 21 septembre, journée internationale pour la paix. 11h midi, Parole de Paix sur RCN. Vous écoutez effectivement Parole de Paix, comme vient de le dire la petite virgule, sur RCN 90.7, mais également sur Internet, en retrouvant les émissions dans le podcast, dans la rubrique Parole de Paix. Il faut aller assez bas parce que c'est par ordre alphabétique, donc notre rubrique est à P, comme Parole de Paix, et c'est rcn-radio.org, et également sur la chaîne YouTube de RCN. Sur YouTube, vous écrivez RCN Radio et Nancy, et vous tombez dessus, et les émissions sont régulièrement mises en ligne car nous sommes filmés. Cette semaine, nous parlons de la journée internationale promulguée par l'ONU, journée internationale pour la paix. C'est tous les ans le 21 le 21 septembre, excusez-moi. C'est parce que peut-être qu'il fait froid. C'est une autre rentrée, mais c'est pas la... Donc le 21 septembre, cette journée est appelée par l'ONU. Elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu, normalement dans les zones de combat. Cette journée est observée dans de nombreux pays depuis sa création en 1981. Donc cette journée existe depuis 1981. Tous les ans, il y a des centaines et des centaines d'actions, de manifestations partout dans le monde, et en France aussi notamment. En France, c'est souvent le mouvement de la paix qui est à l'origine des manifestations en France. Et nous parlons à la fin, nous dirons à la fin de l'émission, nous rappellerons et nous dirons que ici en Lorraine, le mouvement de la paix, le MOC et plein d'organisations proposent une marche pour la paix le dimanche 25 septembre à 10h. 10h. Ouais, à 10h, départ de Tomblaine à 10h. Et arriver à Vendeuvre moins 2 heures après, parce que le parcours fait 5 km 2. Et puis ceux qui sont un peu fatigués peuvent aller directement à Vendeuvre autour de midi, où il se passera des choses. Donc le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Et donc, on a décidé, à Parole de Paix, de faire une émission un peu, en fait,
notre émission s'appelle Parole de paix, comme Alain l'a bien fait remarquer au début, c'est vrai. Et toutes nos organisations, aujourd'hui, il y a la Ligue des droits de l'homme présent et la FPS et le MOC, mais il y a aussi dans l'équipe Amnesty International, il y a aussi l'association Survie, il y a aussi, on est une dizaine d'associations qui militons pour la paix. Il y a la SPS, le soutien au peuple sahraoui. Oui, tout à fait. Et donc, notre façon à nous de contribuer à la paix, c'est cette émission sur Parole de paix qui a lieu, qui se déroule, qui se tient toutes les 2 semaines. Et puis là, on va parler un petit peu des différentes choses que nous faisons les uns et les autres pour la paix. Peut-être avant de commencer, vous voyez peut-être derrière nous le drapeau Paché. C'est le drapeau de la paix. Donc nous, il a une histoire, non ? Il a une histoire. Ouais. Et nous au MOC, quand on est avec dans la rue, on nous dit mais c'est pas le drapeau des LGBT. Bah voilà. Mais en fait c'est presque le même. C'est vrai que il y a plusieurs drapeaux qui ressemblent à celui-là. Donc il représente les bandes de l'arc-en-ciel. On l'appelle aussi le drapeau arc-en-ciel. En fait, ce drapeau arc-en-ciel, il a été utilisé pour la première fois en Italie en 1961. En Italie, mais déjà dans des manifestations, surtout des manifestations antinucléaires, un peu avant, ce drapeau était sorti comme ça. Et en Italie, en 61, c'est devenu le drapeau Paché. C'est pour ça que le mot est italien, ça veut dire paix en Italie. Et alors, je vais pas faire une concurrence de drapeaux, qu'on m'entende bien. Mais c'est vrai que le drapeau LGBT a été réalisé par un graphiste américain, Gilbert Baker, pour la Gay and Lesbian Freedom Day Parade à San Francisco le 25 juin 1978. Et il y a une différence entre les deux drapeaux, pour vraiment les gens qui sont minimes, c'est que les couleurs sont inversées. Ah d'accord. Pour le drapeau de Paché, de la paix, le rouge est en bas et les couleurs montent comme vers le ciel, vers le violet. Et regardez bien, les amis, quand vous verrez des drapeaux LGBT, des drapeaux Paché, le drapeau LGBT est dans l'inverse, à l'inverse, commence par le violet en bas et puis remonte. Donc, sauf qu'il n'y a rien d'écrit sur le drapeau LGBT. C'est tout à fait. Voilà. Il peut être souvent mis à l'envers. Oui, peut-être que les personnes le mettent à l'envers, mais en tout cas, donc voilà. Donc c'est pas une erreur. La dernière fois des militants d'extrême droite voulaient nous casser la figure parce que ils nous insultaient avec des insultes homophobes, bien sûr. Et voilà. Donc après, nous on n'a aucun problème et même au contraire de soutien à nos amis des luttes LGBT. Mais donc à savoir qu'il existe 2 drapeaux, plusieurs drapeaux d'ailleurs. Je crois que aussi en Amérique du Sud il y a des drapeaux avec des carrés, avec les lumières, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en forme de carré. C'est des Boliviens, des autochtones boliviens qui ont ce drapeau. Ouais. Mais aussi en Inde et aussi dans les mouvements bouddhistes, cette idée des couleurs de l'arc-en-ciel en drapeau, c'est vrai que c'est l'harmonie, c'est vrai que c'est donc ça a été utilisé par beaucoup de monde. Voilà. Donc voilà pour un peu pour l'histoire du drapeau Paché, donc Italie 1961 et qui a été fortement réutilisé depuis 2002, la première guerre d'Irak contre l'Irak. Ouais. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire sur le drapeau. Oui, ça aurait apparu très fortement à ce moment-là. Oui, un peu partout. Et après, ça a été repris un peu dans le monde entier. On peut en trouver sur la boutique du Mouvement de la Paix. Et voilà, je crois que c'est une dizaine d'euros, c'est 10 euros, je crois. On va en voir plein à la manifestation dimanche. Voilà, peut-être. Oui, à la marche pour la paix, bien sûr. Oui, à la marche de dimanche 25. Alors voilà. Donc est-ce que vos associations veulent un peu refaire un peu. Donc c'est vrai que des associations comme la FPS est clairement pour une recherche
de paix pour les Palestiniens notamment, hein, parce que la paix c'est pas non plus allez, tout le monde est pareil et il y a pas de différence entre les agressés et les agresseurs. Rechercher la paix, c'est quand même c'est aussi nommer et dénoncer les exactions. La Ligue des droits de l'homme, tout à l'heure Catherine, tu nous disais le thème de cette année des écrits de la fraternité, c'était il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'abord les droits si les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est bien sûr. Personne ici n'entend le mot paix comme mettons sous le tapis ce qui pose problème et puis il faut que les victimes se taisent. Au contraire, on est d'abord aux côtés des victimes, les uns les autres, et la FPS mène son combat pour soutenir le peuple palestinien qui est exploité, colonisé, massacré depuis des années, et pour moi fait œuvre pour tout le monde fait œuvre de paix dans ce combat-là, et rappelle à l'ONU les différentes résolutions qui ne sont pas respectées par Israël, qui est en l'occurrence l'agresseur. Alors, je vais commencer du coup, vas-y, puisque tu me tends la perche. Effectivement, la raison d'être de la FPS, c'est la solidarité avec le peuple palestinien, mais pourquoi faire ? Pour que le peuple palestinien puisse vivre en paix. Et pas seulement le peuple palestinien, mais également le peuple israélien et également le Moyen-Orient. Puisque ce conflit a créé quand même, depuis 1948, des désordres profonds dans le Moyen-Orient. Alors, tu le disais, nous on n'est pas pour la paix béatement, comme ça. Hein, quand il y a guerre, il y a toujours un agresseur. Et il y a toujours un agressé. Il faut pas confondre. Et nous regrettons très souvent, par exemple, dans les communiqués du gouvernement français, qu'on renvoie dos à dos les belligérants. Voilà. Mais non, on peut pas renvoyer dos à dos le colonisateur et le colonisé. Et je trouve que même dans le traitement médiatique dans ce conflit particulier, il y a une forme de justification à chaque fois que Israël fait des morts, on dit c'est en représailles ou c'est pour répondre. C'est rare. Moi, j'ai jamais, même pour la journaliste qui s'est fait tuer au mois d'août, pendant très longtemps, ça a été on sait pas trop qui a maintenant on sait. Maintenant on sait. Même l'armée israélienne l'a reconnu. Mais elle dit que c'est une erreur fâcheuse. Mais voilà, point. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Une journaliste en moins, quoi. Alors, pour aller vers la paix, il faut arrêter l'agression. Il faut arrêter l'agresseur. C'est la première chose. Ben oui. Alors, de ce point de vue, moi, je voudrais aborder une question, c'est le rôle de la communauté internationale. Parce que quand, dans le cas de la Palestine, il n'y a aucune volonté, faut le dire très clairement, à part quelques pays occidentaux, mais il n'y a aucune volonté de mettre les pieds dans le plat et de rappeler Israël aux traités internationaux, de l'ONU, entre autres, et au fait qu'il y a eu des accords qui ont désigné clairement, on peut revenir sur la création d'Israël, mais là n'est pas l'objectif de notre émission. Deux pays existent, une frontière a été déterminée, deux peuples, l'un n'a pas à agresser l'autre et à coloniser l'autre. Alors, en ce moment, on est très inquiet de voir que la Suède vient de se doter d'un gouvernement avec l'extrême droite qui rentre dans ce gouvernement. On est très inquiet parce qu'en Italie, il se passe de même. On est très inquiet quand en France, Zemmour et Marine Le Pen font un score très important. Mais ça n'inquiète visiblement personne quand l'extrême droite dirige Israël. Parce que faut le redire, c'est l'extrême droite qui dirige Israël aujourd'hui. Alors, vous me direz, c'est pas depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir que Israël colonise la Palestine, mais voilà. Alors, moi je dirais que pour la paix, comme pour les Palestiniens, comme pour les droits de l'homme, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On peut pas s'insurger que, à juste titre,
que la Russie intervienne violemment en Ukraine et ne pas faire en sorte de dire la même chose quant à la colonisation israélienne, puisque il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des morts palestiniens, il ne se passe pas une semaine sans que dans la vallée du Jourdain, à Hébron, à Jérusalem, des Palestiniens soient chassés de leur maison. Des civils, voilà. Oui, c'est des femmes, des enfants, des vieillards. Des gens qui vivent, quoi. Bon, des paysans dans la vallée du Jourdain. Il n'y a pas une guerre déclarée. Voilà. Absolument. Et pourtant, donc c'est voilà. la guerre. Donc voilà un peu notre comment on agit pour la paix et évidemment, cette question de la guerre et de la paix, je crois que les visées occidentales sont quelquefois, du point de vue de la géopolitique et de la stratégie, font en sorte que les agresseurs ne soient pas désignés clairement et qu'on ne les arrête pas. Mais bon, moi c'était mon propos, c'était de dire que si on veut revenir à la paix en général, et si on veut revenir à la paix au Moyen-Orient, il faut arrêter clairement l'agresseur. Il faut, pour que les deux peuples puissent vivre en paix, en Israël, en Cisjordanie, à Gaza. Et n'oublions pas les Palestiniens, hélas, qui sont depuis 48 dans les camps au Liban, en Syrie, sous les bombardements, en Jordanie et autres. Voilà un peu comment on essaie de contribuer à la paix, en général, à travers le conflit et à travers la situation du peuple palestinien. Et c'est vrai que si le gouvernement palestinien n'est pas empêché dans ses exactions, c'est parce qu'il y a une forme de complicité du reste du monde occidental, et notamment c'est aussi des questions économiques, des questions de contrats, des questions d'argent. Tu rappelais dans les brèves que l'armée est accueillie en France. Il y a l'armée israélienne, c'est aussi un très grand producteur d'armes, et puis il y a des relations. Vous dénonciez souvent que Israël est membre de l'Europe, c'est ça, fait aussi. On a vu aussi. Il y a des traités économiques. Oui, il y a des Israéliens qui font le Tour de France. Oui, voilà. Il suffirait que l'Europe, la France et l'Europe disent tant qu'il y aura agression des Palestiniens, on coupe tous les rapports, et les États-Unis, parce que les États-Unis tiennent à bout de bras l'économie israélienne et l'armée israélienne. Qui lui rend bien d'ailleurs, parce qu'il y a des recherches militaires extrêmement poussées en Israël, ce qui fait qu'ils ont des armements extrêmement sophistiqués, grâce au dollar. Donc voilà, il faudrait que la communauté internationale, puis il y a un autre scandale quand même qu'on ne cite jamais, on parle beaucoup de désarmement, on parle beaucoup des armes nucléaires et des traités de paix pour faire en sorte qu'elles ne prolifèrent pas. Israël est possesseur de l'arme atomique, personne n'en parle jamais, et elle n'est jamais inclue dans les traités et dans les débats. Oui, et donc souvent derrière chaque guerre, souvent des motifs louables sont mis en avant, notre sécurité. On a été faire la guerre en Afghanistan pour les femmes. Il n'y a plus la guerre en Afghanistan, les femmes vont beaucoup mieux, comme chacun le sait. C'est souvent c'est présenté par des arguments nobles, et derrière c'est souvent des questions bassement de prédation des autres, de prédation, des intérêts économiques. Des intérêts économiques. En Afrique, c'est les mines. Oui. Et donc souvent derrière, Niger, par exemple, donc parce que c'est vrai que toutes ces guerres, elles rapportent quand même un certain nombre de personnes. Il y a des énormes profiteurs de guerre, les marchands d'armes en sont, mais également ceux qui derrière ont des intérêts économiques devant chaque guerre. Et du coup, ils ont réussi. Je vous laisse ça à votre réflexion. Ils ont réussi à faire qu'on intègre tous une espèce de citation, de slogan à la con qui s'appelle si tu veux la paix, prépare la guerre.
qu'on donne à un général romain. Mais du coup, je ne peux m'empêcher de vous lire un petit article du Canard enchaîné. Si tu veux la paix, 3 petits points. Merci Poutine. Là, on va parler du tyran qui envahit l'Ukraine. Bon, de cette guerre-là aussi. Merci Poutine. En déclenchant une bonne vieille guerre coloniale, le tyran russe a réjoui les pacifistes du monde entier, lesquels savent que si l'on veut la paix, il faut préparer la guerre. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Tout le monde se prépare. Taïwan, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, partout les budgets explosent. Ils sont colossaux, phénoménaux, du jamais vu. Juste un point de comparaison. Elisabeth Borne, notre première ministre, vient d'annoncer toute réjouie que l'État allait lancer un fonds vert pour l'écologie, pour aider les collectivités à accélérer la si urgente transition énergétique. Son montant, 1,5 milliard. En même temps, fin août, les États-Unis ont débloqué 3 milliards de dollars pour soutenir Kiev, et Poutine a passé 8 milliards d'euros de commandes à ses industriels pour renforcer sa machine de guerre, et Taïwan a fait grimper son budget de l'armée à 19 milliards, et en France, ce même ce même budget s'élève maintenant cette année à 41 milliards, français, 41 milliards d'euros vont à l'armée. Et l'Allemagne, qui n'avait pas d'armée, pas beaucoup d'armée, puisque ça a été traumatisé par son Reich et elle est peu armée, elle a débloqué récemment 100 milliards pour sa Bundeswehr. Bref, si en 2021, le total des dépenses militaires mondiales avait atteint 2113 milliards de dollars, l'année 2022 devrait faire beaucoup mieux. Le monde va franchir un pas de géant vers la paix universelle. Mieux, le 26 août, Poutine a refusé de signer la nouvelle version du traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui, depuis 1968, avait réussi tant bien que mal à contenir la surenchère nucléaire. Ce ne sont donc plus seulement des chars, des drones, d'avions et de canons dont vont s'équiper les armées du monde entier, mais aussi de missiles à longue portée, à tête multiple, joyeusement porteurs de 1000 Hiroshima. Nous voilà rassurés. La bonne vieille maxime est réactualisée enfin. Si tu veux la paix nucléaire, prépare la guerre nucléaire. Voilà, je trouvais que c'était ça m'a fait réagir et c'est vrai que les marchands d'armes vont très très bien et à la télévision on nous dit français, il faut se serrer la ceinture. Il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi des gens pour qui c'est une très très bonne aubaine. Tu voulais réagir, Catherine ou Non, je vous disais simplement, tu parlais de Poutine qui fait la guerre, mais officiellement, c'est pas la guerre. Oui, en France non plus, on n'a pas fait la guerre en Algérie. Personne ne fait la guerre. Personne ne fait la guerre. Justement, je saisis cette phrase pour annoncer que à la fin du mois d'octobre, du 24 au 29 octobre, un certain nombre de collectifs, d'associations va proposer aux gens du Grand Nancy une exposition et une conférence sur la guerre, sur la critique de la guerre. L'exposition a pour titre les principes élémentaires, la propagande, comment résister à la propagande de guerre. Parce qu'on est tous, j'invite vraiment les gens à venir à cette conférence et à cette exposition. L'exposition, je le rappelle, ça sera du 24 au 29 octobre à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Je pense qu'on fera une émission en début octobre ou un petit peu après sur ça avec la conférencière qui s'appelle Anne Morelli, qui est un professeur d'histoire émérite de Bruxelles, de l'université de Bruxelles, et elle a écrit un ouvrage, et son travail d'historienne est de remarquer que dans chaque guerre, ce sont exactement les mêmes arguments, les mêmes éléments de propagande qui ne montrent pas. C'est par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, nous on veut pas la guerre, c'est les autres qui veulent la guerre. On présente l'autre comme un monstre et nous comme des gentils. Et ce travail avait été fait depuis la guerre à partir des travaux d'un chercheur anglais pour la guerre de 14-18, où effectivement les historiens font ce travail-là d'aller chercher des deux côtés
et des deux côtés les éléments qui sont souvent en miroir. Dieu est de notre côté, on se bat pour le bien, les autres sont le mal. Donc après, ça ne revient pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans chaque conflit, il y a un agresseur qui lance le premier, même si derrière, pour la guerre de 14, il y avait Krupp derrière, il y avait les gros groupes sidérurgiques allemands et français aussi qui avaient envie d'en découdre, parce que c'est aussi des marchés, voilà. Et donc j'invite encore une fois à cette exposition du 24 au 29 octobre à l'espace Jean Jaurès, qui s'appelle Propagande de guerre. Comment résister à la propagande de guerre. Et le 25 octobre, le mardi 25 octobre, à 20h, à ce même espace Jean Jaurès, il y aura, à 20h, ce sera le vernissage de l'exposition. Donc, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Et à 20h30, dans la foulée, Anne Morelli proposera une conférence qui est intéressante à plus d'un titre et qui nous fait réfléchir. Voilà, le seul but, c'est de réfléchir à l'arrivée des conflits. Après, elle le dit elle-même, et nous aussi au MOG, on en est convaincus, une fois qu'un pays a agressé un autre et qu'il y a un conflit, voilà, c'est très difficile de s'en sortir. Effectivement, il faut faire stopper l'agresseur, et après renégocier, et après entrer dans la phase de diplomatie. La diplomatie, c'est la chose la plus importante. Mais profitons aussi des moments où on n'est pas encore en guerre, quand on n'est pas nous-mêmes, pour s'interroger, pour réfléchir. Ça sera, on en reparlera avec Anne Morelli si vous voulez bien. Ouais, ça, sinon tu voulais. Non, je disais, de toute façon, il y a toujours derrière des conflits. Il y a l'argent derrière. Oui. C'est Anatole France. La domination du capital. Ouais. Oui, peut-être. Oui. Alors, on y va pour les citations. Alors, on y va. Allez, je commence par Anatole France qui disait on croit mourir pour sa patrie et on meurt pour des industriels. Ouais. Et puis bien sûr ce grand Jaurès qui s'est fait assassiner le 31 juillet et la guerre a été déclarée juste après. Jaurès qui disait le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Voilà. Et donc, oui, des gens ont intérêt à qu'il y ait des guerres. Et ce qui fait que l'homme est cet étrange animal qui se massacre, qui massacre ses semblables. On voit ça nulle part dans le règne animal. Il y a de la violence aussi dans le règne animal. Oui. On peut réagir. Non, mais c'est des réactions. Alors, pas pour les animaux interpersonnels, mais il peut y avoir. On est tous des êtres qui peuvent ressentir des poussées de violence individuellement. Mais là, planifier, réfléchir, construire, monter des armées avec des gens dont la seule. Et au détriment d'autres hommes. Voilà, pour les massacrer. D'autres humains. Hommes et femmes souvent aussi qui sont aussi les premiers les premiers champs de bataille. C'est souvent le corps des femmes. Et oui, donc il faut prendre le temps de réfléchir à ces questions-là. Parole de paix est là pour inviter à ces réflexions sur qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que moi je ferais, voilà, des choses, comment je peux m'impliquer aujourd'hui au quotidien. Est-ce que je peux rejoindre l'AFP, est-ce que je peux rejoindre la Ligue des droits de l'homme pour défendre des valeurs. Il faut qu'on se sente tous concernés par l'humain. C'est pas beau, ça? Je pense, parler de la guerre proche, ça permet aussi de maintenir les gens sur place calmes, parce que la menace, elle est là. Tout à fait. Ouais. Et puis une fois qu'on est engagé dedans, oui, c'est même beau. Si la guerre n'est pas chez nous. Oui. Je dis, peut-être que... Alors, de ce point de vue, il serait intéressant, peut-être pour prolonger notre émission, d'avoir un débat sur les structures internationales qui sont censées faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, ou de prévenir les conflits. Ouais. Or, on sait que l'ONU, aujourd'hui, est totalement paralysée par son mode de fonctionnement interne. On a beau... les Palestiniens sont bien payés pour le savoir. Il y a je ne sais combien de résolutions pour condamner Israël qui n'ont jamais été mises en application. On n'a jamais envoyé de casque bleu, on n'a jamais fait en sorte de sanctionner le pays agresseur. Bon. Donc il y a une vraie question qui est posée aujourd'hui. Ça pourrait faire partie outre le fait que les peuples soient alertés, travaillent la culture de paix et donc fasse en sorte que chacun dans son pays, on évite que son pays soit un agresseur potentiel, par exemple. Mais au-delà de ça, il y a une vraie question. L'ONU aujourd'hui, il ne s'agit pas de le supprimer.
il s'agirait de le réformer, justement, et de faire en sorte que une des grandes puissances internationales ne puisse pas mettre son veto. Oui. Parce que là, ça bloque tout. Et puis l'ONU a été aussi créée juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est les 5 plus grands vendeurs d'armes et fabricants d'armes du monde. Ils ont plus intérêt à la guerre qu'à la paix. Et puis de nombreux pays sont arrivés depuis. Et effectivement, ces blocages pour les questions d'intérêt particulier de pays sont gênants. Mais alors, à la fois, il faut, moi j'aime bien ton discours, Alain, de dire il faut réformer de fond en comble, ou en tout cas profondément l'ONU pour qu'il soit plus efficace, mais pas le rejeter, parce que plein de gens aussi rêvent de le rejeter pour mettre l'OTAN ou des qui sont des structures de guerre. Voilà, tout à fait. On entend un discours disant l'ONU est impotent, donc il faut, c'est plus la peine, quoi, il sert plus à rien. Ouais. Non, c'est extrêmement précieux. C'est un outil extrêmement précieux. Il y a tous les pays du monde qui sont représentés à l'ONU, et donc il faut aujourd'hui le réformer. Il faut faire en sorte que des pays qui veulent aller vers la paix disent il faut changer les règles. La France devrait, par exemple, s'emparer de ça, au lieu des discours qu'on entend. Encore celui d'hier de M. Macron, la France devrait être porteur d'un tel discours. On s'en prend presque à rêver du temps de Chirac ou de De Gaulle. C'est quand même un comble. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de Villepins qui ont refusé, refusé la guerre, qui ont été à l'ONU dire nous on n'ira pas. En parlant de ça, ceux qui veulent, on peut le retrouver facilement. Ce discours est quand même un discours extraordinaire du point de vue de la paix. Faut le réécouter, le discours de Villepin à l'Assemblée générale de l'ONU contre la guerre en Irak. Et il avait raison parce que ça a été une vraie arnaque, et là pour le coup ça a été vraiment une propagande, et on est tous rentrés dedans à deux pieds. Les arguments pour rentrer en guerre étaient faux contre l'Irak. Justement l'affiche de l'exposition résistait à la propagande de guerre. C'est Powell qui avec son petit tube qui nous dit on a la preuve que l'Irak a des armes de destruction massive, et c'était du bidon, et on est tous tombés dedans. Mais le résultat c'est que l'Irak, qui était un pays très développé intellectuellement, culturellement, est retourné au Moyen-Âge, et que le Moyen-Orient est à feu et à sang aujourd'hui, depuis. Bon. Même si le potentat... évidemment. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait de la culture, les femmes faisaient des études, oui, mais alors, parce que, Saddam Hussein, mais... si on enlevait tous les dictateurs... Et voilà. Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on mobilise toutes les armées du monde contre Poutine, contre Erdogan, contre Bolsonaro, contre les tyrans. Il y en a un paquet qui dirigent les pays. Donc, qui peut s'arroger le droit, c'est au peuple même de régler leurs affaires. Qui peut s'arroger le droit voilà. On arrive à la fin, peut-être. Oui, bientôt, gentiment. Donc nous aussi, le mouvement de l'objet de conscience, le MOC, c'est notre, on est antimilitariste, pacifiste, non violente. Là aussi, tous ces termes se demandent à être discutés. Antimilitariste, moi je le suis profondément, mais ça veut pas dire béatement que je dis tous les gens qui font, tous les militaires. Non, c'est pas aux personnes, c'est plutôt un esprit. Le fait qu'en France, le fait que il faut se défendre. Moi, on peut être amené à se défendre. Tout à fait. Mais justement, en temps de paix, les objecteurs dénoncent le mode de fonctionnement, que l'armée, être à l'armée, c'est mettre son cerveau de côté, et on est juste là pour tuer ou se faire tuer. On est là pour tuer ou se faire tuer aux ordres, et sans réfléchir. On voit nos soldats, les soldats français. Je n'aime pas dire nos soldats, les soldats français en Afrique. On pleure et on nous met ça comme des journées quand un militaire français se fait tuer en Afrique, mais il est dans un système qu'il est aux ordres. Il doit tuer ou se faire tuer sans réfléchir et sans même si la cause n'est pas juste, ou même si voilà.
On fera une émission aussi Ouais. sur le service national universel, Tout à fait, encadré par l'armée. Donc, Oui. C'est pour ça que là aussi, le MOC, on est aussi investi sur cette question opposée au service national universel, parce que on prépare aussi justement cet esprit-là. L'esprit de la guerre prépare les peuples à accepter les augmentations de budget de l'armée, de l'armement. Et là, le gouvernement de Monsieur Macron, dès 2017, avait dit qu'il voulait que la jeunesse passe par un service national universel, donc des mineurs qui sont au garde à vous. Et il faut préparer les cerveaux, il faut préparer les têtes. Et déjà, même avant ça, depuis 1982, il y a des accords armée-éducation qui fait que depuis 1982, l'armée est aussi en poste à plusieurs endroits clés pour vérifier que les programmes, ils trouvaient avant 82, les militaires trouvaient que les programmes étaient trop pacifistes. Et donc maintenant, il y a des gens pour vérifier partout, de l'université, dans chaque organigramme, vous pouvez aller voir, il y a des militaires qui sont à des postes ou des militaires directement ou des gens qui sont là pour l'armée, des référents défense, on appelle ça des référents défense. Donc oui, tu as raison Catherine, le service national universel, il faut qu'on en reparle dans Parole de paix, qu'on reparle aussi de l'arme nucléaire, qu'on est censé, qui depuis le 22 janvier, là pour le coup, 2021, est normalement aussi interdite par l'ONU. Et il va falloir aussi qu'on en parle, mais là c'est pareil, hein, si t'as pas signé, tu peux t'en exonérer, ce que fait la France actuellement. On se dit, on va tranquillement se dire au revoir là, non Oui, et puis donc nous avons fait une émission sur la Journée internationale de la paix parce que on s'appelle Parole de paix et que nous sommes des organisations qui sont pour un pacifisme. Et parce que aujourd'hui c'est la Journée de la paix. Voilà, et on n'est pas pour un pacifisme bêlant, mais un pacifisme réfléchi, humain, citoyen et engagé. Ça va, si on dit engagé? C'est pas mal. Eh ben, au revoir à tous et puis à bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org